Vous écoutez RTL. RTL. Les aventuriers de l'inconnu. Jacques Pradel, Henri Gougaud. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Henri. Bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une émission. Cette fois-ci, il va être question de réincarnation. Alors pour certains, c'est une croyance, pour d'autres, c'est une certitude. Pour les troisièmes, ils croient en avoir trouvé la preuve. On en parlera dans cette émission. Il y a des psychiatres, et notamment un psychiatre américain très célèbre, qui a vraiment écumé le monde entier pour essayer de trouver les cicatrices des vies antérieures portées par un certain nombre de gens qui lui avait été indiqué par ses informateurs. On me dit que Napoléon avait coutume de dire qu'il était la réincarnation de Charlemagne. Bref, voilà, on a envie de savoir ce que vous en pensez. Ça, je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Vous, je vous pose même pas la question de savoir si vous avez eu une vie antérieure. J'en ai tous les jours. Vous en avez tous les jours, c'est bien ce que je pensais. On peut poser d'ailleurs la même question à notre invité qu'on va accueillir tout de suite, Patrice Van Hersel. Bonjour. Bonjour. Et très heureux de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes journaliste, écrivain, passionné de tous ces sujets étranges, insolites, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Et vous avez, on se retrouvera certainement au cours de cette série d'émissions pour parler un jour des expériences de sortie du corps, parce que vous y avez beaucoup travaillé. Vous avez écrit un livre à ce sujet. Mais si je vous pose la question sur la réincarnation, vous vous situez où dans ce débat ? Ça m'intéresse et en même temps, je dirais que moi, je ne recherche pas ces sujets-là en soi. Ce qui m'intéresse, c'est les frontières, toutes les frontières. C'est le mystère de la vie qui t'intéresse. C'est la vie, c'est la vie et donc la vie sous tous ses aspects. Et je croise régulièrement sur ma route des gens qui me racontent des histoires comme ça. Alors je les écoute. Je les écoute. Moi, est-ce que j'ai eu des vies antérieures ? Écoutez, je n'en sais rien. Ça m'a l'air à la fois complètement... Moi non plus, je vous rassure. Complètement abracadabrant et en même temps, quelque part, logique. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas eu ? Mais alors, moi, je suis un peu comme Henri, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression déjà, en ces quelques 67 ans que j'ai vécu, d'en avoir connu quelques-unes. Parce que j'ai l'impression d'être né au Moyen-Âge, d'avoir traversé la Renaissance et finalement de connaître un peu la modernité. On m'a raconté il y a des voyants qui m'ont dit que j'avais été un jeune homme poignardé aux États-Unis ou que j'avais été une prostituée polonaise. C'est original, ça. Parce que moi, ce qui me fascine toujours, si je peux faire un peu de mauvais esprit au début de l'émission, c'est que en matière de réincarner, on trouve plus de princesses égyptiennes, de rois, que de balayeurs, quoi, en fait. En fait, c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, c'est une affaire sérieuse, quand même, la réincarnation. Oui, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même quelques milliards de gens qui y croient sur la Terre, en Orient comme en Occident. Il y a beaucoup de monde qui y croit. Ouais. Vous voulez un exemple ? Oui, bien sûr. Et comment ? Bon, ces gens pensent que notre âme, notre esprit, bref, notre être invisible après la mort revient dans un ventre de femme et renaît à la vie. Voilà, c'est ça, la croyance en la réincarnation. Alors, ça a été une croyance pendant des siècles, pendant des millénaires, mais il se trouve que depuis les années 1960, des chercheurs, des psychiatres, des enquêteurs, des gens très sérieux s'intéressent à la question, ils font des recherches à ce sujet. Et comme Ian Stevenson, que vous avez cité, et qui a publié un livre qui est là sous mes yeux, qui s'appelle « 20 cas suggérant le phénomène de la réincarnation ». Ça avance pas plus. Lui parle de mémoire extrasensorielle. Qu'est-ce que c'est que la mémoire extrasensorielle ? Elle désigne des souvenirs qui ne peuvent être logiquement reliés à la mémoire du sujet qui prétend les avoir et sont associés au cerveau d'un mort, d'un défunt. Et ainsi, le cas d'un homme, d'un Turc, qui s'appelait Abeit Süzülmüş, qui est un maraîcher, un riche maraîcher. Ce cas a été étudié conjointement par le docteur Banerjee de l'université de Jaipur et le docteur Ian Stevenson, qui est chef du département de psychiatrie et de neurologie de l'université de Virginie aux USA. Bon, donc, cette histoire, le 31 janvier 1956,
Abeit Süzülmüs meurt assassiné par 3 de ses ouvriers dans une écurie de sa propriété de Başşehir. Je ne sais pas si je le prononce bien, sûrement pas, mais enfin peu importe, c'est du district de Midik en Turquie. Il a une femme, ce Süzülmüs, qui s'appelle Saïda, et 3 enfants. À l'instant du meurtre, Saïda est dans les parages avec 2 de ses enfants. Elle entend hurler, elle accourt. Elle est elle aussi massacrée. Les meurtriers seront arrêtés et pendus. Bon, à quelques mois de là, dans une autre région du même district de Midik, naît Ismaïl, 9e enfant d'un épicier boucher, nommé Mehmet Altinkliş. Dis donc, j'aurais dû choisir un autre pays. De toute façon, mais ça, votre vie antérieure n'était pas en Turquie, hein, c'est sûr. Ismaïl porte une marque profonde au sommet du crâne, une marque semblable à une cicatrice. Elle disparaîtra progressivement, mais à 18 mois, qu'est-ce qu'il dit? Il sait à peine parler. J'en ai assez d'être ici. Je veux retourner à ma maison avec mes enfants. Son père l'interroge. Son fils lui répond qu'il s'appelle Abeit Süzülmüs. Il dit le nom de sa femme. Il raconte son meurtre. On le conduit au village de Süzülmüs. Il guide ceux qui l'accompagnent jusqu'à sa maison, ça entre guillemets évidemment. Il nomme tous les membres de sa famille, il explique exactement les circonstances de son meurtre et il ajoute « Abdul Razok me doit une grosse somme d'argent ». Or, la famille d'Ismaïl ne connaît pas cet homme. La famille Süzülmüs ignore cette dette. Et Abdul Razok, interrogé, reconnaît qu'il devait effectivement une certaine somme à Süzülmüs. Les témoins turcs conclurent en cas de possession diabolique parce que le Coran n'enseigne pas la migration des âmes. Banerjee, dans la monographie qu'il a consacrée à ce cas, penche plutôt pour un cas de mémoire extracérébrale suggérant une possibilité de réincarnation. Eh ben, écoutez, vous avez alors, des histoires comme ça. Vous avez mis la barre très haute là déjà. Oui, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ressemblent à celle-là. On va en parler dans un petit instant avec vous, Patrice Van Hersel, parce que une revue Clé n'existe plus. La revue Clé n'existe plus. Quel dommage. Parce que vous aviez consacré un numéro spécial à la réincarnation. Et qui était devenu un livre chez Albin Michel. Voilà, et vous aviez notamment dans cette revue, puis ce livre, raconté l'histoire d'une jeune indienne, Shanti Devi, et c'est ce qu'on va faire dans un instant ensemble. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud sur RTL. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud sur RTL. Alors Patrice Van Hersel, ce que disait Henri Gougaud est tout à fait juste au début de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a des millions, des centaines de millions de gens qui croient à la réincarnation et on trouve ces croyances sur l'ensemble de la planète à toutes les époques et dans toutes les religions. C'est ce qui nous avait frappé à Nouvelle Clé, c'est que pratiquement il n'y a pas de culture qui n'est pas quelque part de manière plus ou moins officielle, plus ou moins cachée, une croyance dans la réincarnation. Oui, alors, en revanche, le mode d'emploi, si je peux me permettre cette expression, est très différent selon la religion qu'on a ou la région du monde où on habite. Parce que pour l'Asie, c'est pas la même chose que pour l'Occident. Alors, avec cette différence hallucinante qui est que en Occident, c'est presque un espoir du genre ah bon, vous pensez vraiment que je vais me réincarner chic, avant le jugement dernier, si possible sous forme d'un athlète ou d'une diva. Oui. Mais alors qu'en Orient, c'est plutôt une malédiction. Il faut pas se réincarner. Sinon, alors dans le cas des saints, des gens très très éveillés qui eux décident de revenir sous forme de bodhisattvas qui vont venir aider les humains, etc. Mais pour la plupart, il faut essayer de ne pas se réincarner. Alors que nous, on se dit, pourvu que ça existe. Alors nous, on se dit, pourvu que ça existe. Oui, c'est ça. Et alors, une des choses qui m'a surprise, moi, c'est que en Inde, où normalement ça fait partie du corpus, ça fait partie du truc, c'est pas bien vu non plus. C'est parce que c'est compliqué. Alors, oui, mais vous racontiez dans ce livre une histoire absolument extraordinaire. Elle se situe dans les années, je crois, 30-35. Ouais. En tout cas, à l'époque où Gandhi est déjà un personnage respecté. Une petite fille qui s'appelle Shanti Devi, qui a moins de 4 ans, je crois, va se mettre brutalement à raconter
des histoires d'abord que sa famille ne comprend pas. Elle dit mais je suis pas d'ici et d'abord je suis mariée et mon mari il vit, elle donne le nom de la ville et c'est une ville qui existe à 200 km de là. C'est ça. Alors c'est un peu la même histoire que celle. Oui, c'est une constante. C'est la même histoire que celle que racontait. Oui, c'est une constante. À ceci près que celle-là, elle fait pleurer. Moi, elle me fait pleurer parce que la petite fille, donc, elle se fait rabrouer par ses parents. Elle va finir par essayer de se sauver à pied. On va la rattraper parce qu'elle veut aller dans cette ville. Voilà. Et c'est son instituteur, je crois, qui va insister auprès de la famille pour dire laissez votre fille y aller. Exact. C'est le directeur de l'école parce que toute l'école se moque de la petite fille. Ouais. Et le directeur la questionne intelligemment et finit par dire mais c'est incroyable parce que elle a avoué en pleurant et en se cachant les yeux en disant je n'ai pas le droit normalement, mais elle a dit le nom de son mari. Elle dit je suis morte après avoir accouché. Et le directeur de l'école il va faire une enquête. Voilà. Et elle a dit aussi. Elle a dit à un mari, elle a dit j'ai eu un enfant et on va comprendre dans son récit qu'elle dit que elle est morte en couche, en retour de couche, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a mis un enfant au monde et qu'elle est morte dans les 3 ou 4 jours qui ont suivi, après avoir fait faire une promesse à son mari qu'elle était seule à connaître avec lui, ce qui est important pour la suite de l'histoire. Ça, on le sait. Si ça n'a pas été inventé. On le sait normalement dans la suite de l'histoire, parce que alors du coup... alors, elle va sur place. Avant d'aller sur place, mais c'est une longue histoire évidemment, mais on va s'adresser à cet homme qui est censé être son mari, qui va être très 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 surpris, qui va d'abord envoyer un cousin, et puis ensuite il va faire semblant, il va venir en faisant semblant d'être son frère, mais elle le reconnaît tout de suite, elle dit mais non, tu es pas ton frère, tu es mon mari. Tu es mon mari. Alors il est totalement bouleversé. Et ce qui est d'autant plus bouleversant, c'est qu'il vient, il est troublé parce qu'elle lui dit. C'est une petite fille de 4 ans. Non. À ce moment-là, elle a 9 ans. Ah d'accord. Oui, l'enquête. À ce moment-là, elle a 9 ans. Oui, ces sortes d'enquêtes durent longtemps. Stevenson a suivi des patients pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Ouais. Non, mais ce qui est troublant, c'est que cet homme qui dit mais comment ça, tu es ma femme, et elle lui dit dans l'oreille des trucs que seule sa femme pouvait lui dire. Connaître, voilà. Oui. Et surtout alors, cette histoire de promesse. Il est bouleversé, il tombe à genoux devant la petite fille, et à ce moment-là, on amène une autre personne qui est venue, c'est l'enfant. Voilà. L'enfant de cette femme qui a le même âge qu'elle, quasiment, puisqu'elle est morte au moment où il est né. Voilà. N'est-ce pas ? Et, enfin, alors, donc, là, elle est morte, oui. Elle est censée être morte. Elle est morte et elle s'est réincarnée à peu près au moment où elle était morte. Très vite, voilà, c'est ça. Et alors, c'est formidable. Cette femme va s'apercevoir, effectivement, qu'aucune des promesses que son mari lui avait faites n'a été tenue. Il lui avait promis de ne pas se remarier, mais évidemment, il s'est remarié. Elle lui avait confié des économies, je crois. Oui, pour les donner au temple. Voilà, qu'il n'avait pas fait. Il les a claqués ailleurs. Il s'est remarié, etc. Mais elle va devenir une sorte de religieuse. Oui. Alors, tout le monde a parlé de cette histoire et c'est venu aux oreilles de Gandhi. C'est pour ça que je citais Gandhi tout à l'heure. Gandhi va se présenter dans le village, je crois, parce qu'il veut la rencontrer, il veut la voir, il veut parler avec elle. Il y a 2 moments. Il y a le moment où alors toute l'Inde est au courant. Toute l'Inde est au courant. Donc le train qui va amener la petite Shanti Devi dans le village, dans la ville où elle est censée être morte précédemment. On la conduit dans cet endroit. Elle reconnaît tout. Elle sait exactement où est la maison. Elle dit tiens mais comment ça elle était jaune ? Ah ben oui mais on l'a repeinte en blanc. Ah bon oui d'accord. Et Gandhi va venir la voir parce que Gandhi, comme vous le savez, était pour que l'Inde retrouve ses racines. Et ça faisait partie. Et là, on avait un cas. Alors, Gandhi nomme une commission de scientifiques, de médecins qui vont étudier le cas, qui vont essayer de... Parce que je pense que quand Gandhi, d'ailleurs, se pointe à la maison de cette famille très modeste et qui, ça c'est un détail important, ne va jamais tirer un roupie, une roupie de l'affaire. De l'affaire. Ils vont pas parce qu'on pourrait se dire tiens mais ils ont fait ça pour faire une affaire juteuse. Ce qui est remarquable, c'est que les témoins, les gens impliqués dans des affaires de cette sorte, ils s'en vantent pas. Hein. Ils n'ont pas envie que leur histoire soit diffusée partout. Ils se vantent pas, je veux dire. Sauf que dès que quelqu'un sait, la rumeur naît et évidemment cette petite femme. Il faut
faudrait peut-être préciser effectivement, Patrice Van Hersel, c'est que non seulement elle n'a pas profité matériellement de tout cela, mais elle est devenue une sorte de, comment on peut dire, de femme entièrement tournée vers la spiritualité, en fait. Oui, on la considère comme une sorte de sainte. Et alors, plus tard, Stevenson, que vous mentionniez, qu'Henri mentionnait, c'est-à-dire ce psychiatre 30 américain. ou 40 ans plus tard, il est allé là-bas. Quand elle était très vieille. Elle était très vieille. Et un journaliste suédois, Sture Lorenstrand, s'il vous plaît. Qu'elle a accepté d'emmener dans son village. Et plus tard, un cinéaste français qui s'appelle François Villiers va tirer un film qui s'appelle Manika, une vie plus tard. Voilà, et qui s'inspire en fait totalement de l'histoire de Shanti Devi. Voilà, elle est pas belle notre histoire de réincarnation ? C'est pas fini, on va parler dans un instant des enquêtes du professeur Stevenson. RTL. Les aventuriers de l'inconnu. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud. RTL. Et aujourd'hui, notre invité, Patrice Van Hersel, journaliste, écrivain. Évidemment, votre nom est indissociable de deux publications actuelles, bien sûr, avec un A majuscule, et puis aussi Nouvelle Clé, ce magazine auquel on faisait allusion tout à l'heure. Et vous aviez publié aux éditions Albin Michel un travail collectif, enquête sur la réincarnation. C'était donc les regards croisés d'un certain nombre de personnes qui n'étaient pas tous des enquêteurs du bizarre. Il y avait un rabbin spécialiste de la Kabbale, il y avait d'autres journalistes, des écrivains, qui tous réfléchissaient à cette question de la réincarnation. Et qui tous l'avaient croisé à un moment donné sur leur route. Voilà, je dois dire que le rabbin kabbaliste, moi, m'avait beaucoup frappé. Il avait été interviewé par une journaliste qui s'appelle Dominique Godrèche, et il s'appelle Adin Steinsaltz. Il se présente, c'est un grand rabbin kabbaliste. Il est de temps en temps à New York, de temps en temps à Tel Aviv, de temps en temps en Europe. Et lui dit que ça fait partie de la théologie juive, même si dans la religion officielle, on ne veut pas trop en parler. Mais il dit la Kabbale, ça existe depuis 500 ans, donc on a un peu de recul sur la question. On a un peu de recul. Et lui décrit ce qu'on appelle le Gilgul, en hébreu, qui est la transmigration des âmes, de manière tout à fait fantastique, je dois dire, à la fois poétique et digne d'un film fantastique, parce que l'âme, c'est quelque chose de beaucoup plus souple et malléable que ce qu'on peut imaginer. Une âme, par exemple, peut se scinder en 2 ou 3 et rentrer dans 2 ou 3 personnages. Et après, vous allez vous étonner que ces personnages tombent follement amoureux l'un de l'autre, par exemple. Voilà. Ça, il le raconte. Ça fait partie... On peut tomber amoureux l'un de l'autre dans cette vie parce que on s'est... Exactement, parce qu'on abrite 2 morceaux d'âme d'une même entité. L'âme, c'est quoi ? On dit l'âme peut se scinder en 2 ou 3 parties. C'est une sorte d'amibe spirituelle. Non, mais c'est vrai. C'est des mots qu'on emploie trop facilement, à mon avis, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça recouvre. Oui, mais enfin, dans la tradition juive, il y a aussi le dibouk et le golem. Le golem, c'est le pouvoir d'un rabbin de donner une âme, justement, de faire entrer une âme dans ça se discute, ça, parce que l'âme du golem, tu sais... Oui. Ah bon, je repartirai avec mes convictions. Ce qu'est l'âme, il est certain que ce qu'est l'âme, c'est pas nous modernes qui en avons une idée précise, puisque nous on a pratiquement évacué la chose. Oui. Pour nous, il y a un corps et un esprit qui résulte quasiment d'un jeu neuronal. Non, parce qu'on a une mémoire. En fait, c'est la mémoire qui subsiste, je crois. La conscience. La mémoire, la mémoire, c'est l'actualisation du passé dans la conscience. Ceux qui ont le plus réfléchi à ça et qui donnent des réponses qui, moi, me laissent chaque fois très perplexe, c'est les bouddhistes. Parce que les bouddhistes, n'est-ce pas, le Dalai Lama, il est à la réincarnation d'un autre. Bien sûr, et il y a toutes sortes de réincarnations. Mais en même temps, quand vous dites, mais alors moi, est-ce que je vais me réincarner ? On dit, vous, non, puisque vous êtes une illusion. Enfin, la personne, l'ego. Le moi est une illusion. Alors chaque fois, moi je dis, alors qu'est-ce qui se réincarne puisque je suis une illusion, n'est-ce pas ? Et ils disent, vous êtes traversé par un flot de conscience qui, lui, a une histoire et qui va se poursuivre, un peu comme la rivière va se fondre
dans l'océan. Alors ça, ce qui c'est un persiste, discours. c'est la mémoire. C'est un discours intellectuel, on va dire, ou spirituel. Il faut dire que vu de côté de l'Occident, les deux pieds dans la glaise, on passe toujours à l'action, à l'enquête. C'est ce qu'a fait Stevenson, Ian Stevenson. Ah bah oui, le fameux. Professeur de psychiatrie, reconnu sur l'ensemble du territoire américain, passionné par ces sujets-là, et qui lui s'est dit, mais alors il a une chance dans la vie, on est en Amérique, n'oublions pas, il a réussi à convaincre des gens de mettre de l'argent dans une fondation. Donc quand il a envie de prendre un billet d'avion pour le bout du monde, il ne demande pas l'autorisation au comptable. Et il va en Inde, il est allé donc effectivement enquêter sur Shanti Devi, dont on parlait tout à l'heure, il est allé au Liban, il a rencontré les Druzes, au Nigeria, en Afrique. Bon. Et cet homme-là avait aussi, il l'a raconté dans ses livres, l'idée que on pouvait, par la réincarnation, trouver les raisons de certaines phobies infantiles. Et, il racontait par exemple que forcément quand la vie précédente avait été dramatique, eh bien ça s'imprimait dans la mémoire de ces futurs réincarnés, et il citait par exemple l'histoire d'une petite jeune fille du Sri Lanka, je crois, qui avait une phobie de l'eau mais extraordinaire, on pouvait même pas poser un verre d'eau sur la table. Et en l'interrogeant, on s'apercevait qu'elle avait, dans une autre vie, au bord d'une route, près d'une rizière, voulu s'écarter pour laisser passer un bus. Elle était tombée dans l'eau et elle s'était noyée dans la rizière. Alors, voilà, on n'était pas là pour le constater, mais c'était une des pistes de réflexion de Ian Stevenson. Oui, mais juste, Ian Stevenson, il a quand même un mérite non négligeable. C'est qu'il a quand même fait sortir cette idée de la réincarnation de la croyance pure et simple pour l'introduire parmi les scientifiques comme au moins une hypothèse de travail, quoi. Oui. C'est une véritable... La réincarnation, grâce à Stevenson, est devenue une hypothèse et non pas seulement, n'est pas restée seulement une croyance. Mmh. Voilà. Mais au-delà des phobies, Patrice Van Hersel, il parlait aussi finalement de ce que je pourrais appeler des cicatrices de l'autre vie. Oui, ça c'est la chose la plus frappante. Je ne sais pas quoi en penser. Il faut peut-être faire appel à des théories comme Sheldrake, la résonance morphique, c'est-à-dire l'idée que les formes résonnent les unes avec les autres à travers l'espace-temps. Lui, en tous les cas, effectivement, il tombe sur des cas Oui, Stevenson a écrit un autre livre que celui des 20 cas suggérant la réincarnation. Il s'appelle Réincarnation et biologie, où il a enquêté, là, pour le coup, sur des nouveau-nés venus au monde avec des cicatrices. Et le moment venu, quand ils peuvent parler, qu'ils s'exprimer, ils racontent telle ou telle vie dans laquelle ils ont été assassinés et par un coup qui leur a été porté juste... ils sont nés avec le coup, quoi, avec la cicatrice. Voilà, c'est-à-dire que là où il y avait du sang dans la vie antérieure, il y a une tache de vin, le lit de vin aujourd'hui. Oui. J'ajouterais juste une chose, moi, qui m'a beaucoup passionné dans l'approche de Stevenson, c'est qu'il ne faisait pas confiance aux adultes. Il ne faisait pas son enquête sur les adultes, parce qu'il disait les adultes, ils sont trop armés pour construire un beau discours. La mémoire est loin, ils ont oublié quand ils sont... Nous sommes tous affabulateurs. Voilà, et ils s'intéressaient aux enfants. Jusqu'à 4-5 ans. Voilà, exactement. Voilà. Une petite pause, et puis on se retrouve dans un instant. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud, sur RTL. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud, sur RTL. Et notre invité Patrice Van Hersel. Alors Patrice Van Hersel et Henri Gougaud, je vais vous demander d'écouter un document que j'ai retrouvé dans la banque d'archives de la rédaction d'RTL, parce que il y a une idée comme ça, on se dit, bah oui, les lamas se réincarnent après la mort d'un grand lama, l'âme va dans l'âme d'un autre lama, etc. Bon, on se dit, les Tibétains se réincarnent entre eux. Sauf que de temps en temps, ça tombe sur quelqu'un d'autre, sur un occidental. Et c'est ce qui s'est passé en 1986, quand des émissaires de communautés bouddhiques du Tibet sont arrivés en Espagne,
Alors, dans une communauté d'Espagnols pratiquant la religion bouddhiste, et ils sont arrivés en disant, on a eu des signes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le système tibétain, et ces signes nous ont amenés en Espagne, et ensuite dans votre communauté, et dans votre communauté, ils ont désigné un petit garçon qui avait 14 mois à l'époque, qui s'appelait Osel Ita Torres, donc Torres, et qui est devenu, parce que c'est ce que les lamas apportaient comme message, la réincarnation d'un grand lama tibétain. Alors, par la suite, l'histoire, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que les Tibétains ont dit, puisque c'est la réincarnation du lama, il faut qu'il vienne, il faut qu'on l'élève au Tibet. Les parents ont accepté, ça a fait une polémique dans la presse quand même espagnole, ce qu'on comprend. Et puis le petit garçon est quand même parti. Et en fait, dès qu'il a eu, si j'ose dire, un peu l'âge de raison, il a pris ses clics et ses claques. Il a dit, je veux revoir mes parents, dans un premier temps. Et ensuite, il est parti. Il est allé à l'université. Il est allé s'installer, je crois, du côté de Ibiza, pour mener une autre vie. Alors, cette histoire-là a été racontée, on l'a découverte dans les archives d'RTL, elle a été racontée magnifiquement par un journaliste qui s'appelle Anthony Bélanger. C'était sur RTL Soir, le 12 octobre 2012, dans le journal de Bernard Poirette. C'était dans les années 80. Un jeune Espagnol d'à peine 14 mois est reconnu par le Dalai Lama comme la réincarnation de Lama Yeshe, un moine tibétain qui était mort en 1984. À partir de cet instant, la vie de ce petit garçon va devenir une sorte de... ce petit garçon va devenir une sorte de dieu vivant et être élevé dans un monastère indien, le monastère de Sera. Ses deux parents, qui sont eux-mêmes bouddhistes, ont donc confié leur enfant à des moines tibétains qui l'ont élevé dans la plus belle et la plus ancienne tradition bouddhiste. Anthony, le petit Bouddha, il a grandi. Eh oui. Qu'est-ce qu'il est devenu? D'abord, il a un nom. Il s'appelle Osel Ita Torres. Et il a une éducation extrêmement soignée. Non seulement il a reçu un enseignement bouddhiste de première classe, ça vous avez compris, mais il a aussi été envoyé dans une université canadienne. Mais à 18 ans, il a eu une sorte de crise de foi, figurez-vous. Il a abandonné la robe et la tonsure et il s'est éloigné de ses maîtres lamas. Il quitte donc son monastère de Sera et ne passe même pas son diplôme de lama. Il retourne en Espagne pour mener une vie de Jones bien dans ses baskets. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il danse la nuit? Exactement. Aujourd'hui, il a 27 ans, il vit à Ibiza, il joue du tambour africain, il participe à des raves, il fume pas mal d'herbe qui fait rire, pour tout vous dire. Et il vient de se faire un superbe tatouage ethnique sur l'épaule gauche. Lui qui a vécu l'essentiel de sa vie, la tête entièrement tondue, arbore aujourd'hui une superbe coiffure à rouflaquette, je vous assure, j'ai vu, et un bouc qui est du meilleur effet. Son rêve est de devenir réalisateur de films documentaires. Et quand on lui demande s'il reste quelque chose en lui du petit Bouddha qu'il a été, il réfléchit un peu et il dit de temps en temps, je demande des conseils au Lama Yeshe, vous savez, celui dont je suis censé être la réincarnation. Je ne sais pas s'il est en moi ou en dehors de moi, je sais seulement qu'il est resté un de mes meilleurs copains. Voilà, il a ajouté, j'ai repris désormais le contrôle de ma vie. C'est une phrase qui m'a beaucoup frappé, quoi. Oui, mais ça me faisait penser à François d'Assise. C'était quelqu'un qui a fait la Java pendant des années. Puis après, à un moment donné, allez savoir ce que va devenir. Oui, là, c'est le chemin inverse. Voilà, non, mais c'est ça qui est important, c'est ce qu'il dit à la fin, que son lama, là, il est là. Oui. Il est là, et il se parle, quoi. Il cohabite. Oui, absolument. Alors, moi, ça ne me gêne pas. Ouais. Ouais. Et est-ce que vous savez, l'un et l'autre, que le 14e Dalai Lama, le 14e actuel Dalai Lama, a fait savoir qu'il était le dernier, que ça allait s'arrêter après lui, qu'il ne serait pas réincarné. Il y a une biographie du Dalai Lama. Lui, personnellement, ne serait pas réincarné, mais qu'il y aurait un autre Dalai Lama. Ah non, il a dit, non, le 14e sera le dernier. Parce qu'il est, en fait, il y a une explication politique et géopolitique, c'est qu'il craint apparemment beaucoup qu'il y ait de la concurrence du côté de la Chine et que la Chine essaye de se faire une réincarnation sur mesure, invente un 15e Dalai Lama qui serait peut-être un peu plus souple par rapport à la Chine. Parce que le Dalai Lama est le chef d'une des écoles de Lama. Et il y a le Karmapa qui est le chef d'une autre école. Alors on dit que c'est le Karmapa qui va devenir important. Exactement. Donc voilà, je vous l'annonce, ça n'a pas l'air de vous bouleverser d'ailleurs, mais enfin bon, tant pis. Quoi. Ça me passera. Bon. Alors, il y a une autre question que je me pose, mais je vais vous la poser dans un petit instant après une pause. C'est qu'il y a des souvenirs spontanés d'une autre vie, des gens, alors soit des petits-enfants, soit plus tard des adultes, mais qui sont habités par l'idée qu'ils sont la réincarnation de quelqu'un, ou alors ils en rêvent, ou ils ont une expérience mystique, et puis d'autres
en fait, qui découvrent leur vie antérieure dans un cabinet d'hypnotiseurs. Et là, on peut peut-être se poser quelques questions. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud sur RTL. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud sur RTL. Alors comme je le disais il y a un instant, moi ça m'a toujours frappé ces gens qui vont dans une séance d'hypnose chez un hypnothérapeute et qui au cours de cet exercice vont exprimer les souvenirs d'une vie antérieure. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, parce que j'ai mauvais esprit, que peut-être on a introduit, c'est-à-dire l'hypnotiseur, volontairement ou involontairement, ce qu'on pourrait appeler des faux souvenirs. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Van Hersel, et vous, Henri Gougaud? Ça s'appelle des régressions, oui. Ce dont vous parlez là. Oui. Patrice aussi. Déjà, le mot est pas formidable, je trouve. Ça s'appelle comme ça. J'ai fait l'expérience, moi. Non. Oui. Mais j'aime bien, moi, faire. Oui. J'ai fait quand même un certain nombre d'expériences dans ma vie. J'aime bien aller voir de près quand on me parle de quelque chose, si je peux. Mais vous êtes allé quelque part pour demander à quelqu'un de vous dire si vous aviez vécu une vie antérieure. Ça existe. Il y a des gens comme ça qui font des régressions hypnotiques, qui font faire des régressions sous hypnose, une hypnose légère. Enfin, il y a un protocole à observer avant, on l'observe, et puis on plonge dans... Parce que quand même, ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est prouvable, c'est que on peut faire régresser n'importe qui jusqu'à sa naissance. Il y a des gens qui ont revécu leur naissance, bref. Et pourquoi pas donc plus loin avant. Voilà. Alors, le fait est que moi, je voulais me faire une idée. Cette histoire de réincarnation, je voulais savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Voilà. Et j'ai fait une dizaine de régressions comme ça. Ouais. Et vous êtes toujours tombé sur les mêmes vies antérieures ou... Non. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne tombe pas sur une histoire, on tombe sur des lambeaux de quelque chose qui ressemble à des réalités. Pourquoi ? Parce que... je ne vais pas vous raconter mes régressions, c'est très personnel. Non, maintenant vous en avez trop dit, mon vieux. C'est très personnel. Mais ce que je peux dire, c'est que le tissu, je ne peux pas le dire autrement, le tissu de ces souvenirs-là n'est pas du même tissu que les rêves. Les rêves, ça s'évapore. Les rêves, c'est volatile, ça disparaît pas peu, ça reste. Moi, j'ai tout précis, tout comme un film que j'ai vu hier. C'est des choses plus solides, c'est un tissu plus solide que les rêves. Quant à dire qu'il s'agit réellement de vie que j'aurais vécue avant celle qui me voit ici dans ce studio de RTL, j'en sais rien, je ne peux pas conclure. Cela dit, je voudrais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami qui a suivi les mêmes protocoles que moi, qui a revu comme ça, en régression, qui s'est revu dans un monastère en Italie, en Toscane. Et il avait bien présent à l'esprit le lieu, le paysage et tout ça. Et il s'est dit, là, j'ai une occasion d'aller vérifier. Il est allé sur les lieux, en Italie. Il n'y avait pas de monastère. Mais les gens du coin lui ont dit qu'il y en avait eu un. Ouais. Voilà. Quand même. Bon. Mais surtout pas, c'est pas trop, mais ne pas violer du tout votre intimité, mais juste donnez-moi une petite indication à des époques différentes, un cadre, simplement. Vous êtes retrouvé avec des souvenirs d'un Gougaud du 15e siècle ou... 15e siècle, non. Non, mais je suis un médiéval, moi. Oui. Ouais, je suis un médiéval. Ouais. Avant, alors. Avant. Non, mais j'ai retrouvé. Peut-être non. Je vais vous dire, j'ai retrouvé un personnage. Pas dans la peau d'un albigeois. Je peux le dire parce que je peux le dire parce que c'est pas. Je dis pas que je. Il y avait un troubadour qui s'appelait Loup de Foix. Ouais. Loup de Foix. Dans vos souvenirs ? Je l'ai retrouvé comme ça. C'était probablement une réminiscence culturelle. Quoique Loup de Foix est un troubadour, dont on sait qu'il a été troubadour, c'était un parent du comte de Foix. Mais on n'a rien retrouvé de ce qu'il avait écrit. Donc voilà. Mais il avait cette particularité d'être d'une grande élégance et
pour honorer le nom qu'il portait de loup, même en été, en pleine canicule du mois d'août, il était toujours vêtu d'un grand manteau en peau de loup. Et vous auriez été, peut-être, alors, dans cette vie antérieure, un troubadour. Non, mais j'ai retrouvé ce personnage-là, et c'est un personnage qui me plaît assez. J'adore. C'est formidable, il faut mieux connaître ses amis, finalement. Alors, Patrice Van Hersel, vous avez aussi, vous, de votre côté, tenté ce genre d'expérience ? Oui, un peu, oui. Avec des gens qui m'expliquaient que de toute façon, nous ne pouvions pas comprendre, dans la mesure où il nous manque comme une dimension. C'est comme des gens qui vivraient en 2 dimensions ne pourraient pas comprendre ce que c'est que de la verticale. Et là, et que nous imaginons, il me montrait comme ça un index, puis un majeur, puis l'annulaire, puis l'auriculaire, et en fin de compte, on surgissait la main entière en disant illusion d'une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies, en fait c'est la même vie, mais diffractée en quelque sorte dans des dimensions que nous ne comprenons pas. Moyennant quoi, ils m'ont fait faire une régression comme celle que décrit Henri, où je me suis retrouvé, je dois dire, assassiné en Allemagne dans les années 30-40, vous voyez. C'était moyennement cool. C'était moyennement cool. Et c'est vrai que c'est plus fort qu'un rêve, ou c'est comme un rêve, si, parce qu'on fait des rêves comme ça, mais rares, enfin pour moi en tous les cas, un rêve qui vous fait vous réveiller en hurlant, c'est pas tous les jours, et qui ensuite vous laisse prostrer pendant des heures. Ça m'est arrivé. Et évidemment, rien ne dit que ce n'est pas une construction, parce que ensuite les gens qui font, les thérapeutes qui utilisent ça, ils s'en servent pour symboliser en quelque sorte les problèmes de la personne, des problèmes névrotiques qui à un moment donné vont prendre cette figure-là. Si je suis à un moment donné un juif assassiné par des nazis, est-ce que je l'ai vraiment été, ou est-ce que mon inconscient se sert de ce matériau pour vous dire quelque chose, pour me dire quelque chose, quel sens bien malin qui peut le dire. En tous les cas, ça m'a servi. Ça m'a fait faire un chemin. Et plus tard, en y retravaillant avec quelqu'un que je peux citer, qui est parti récemment, qui était une très grande dame, Denise Desjardins, elle m'a fait retravailler là-dessus par une technique qu'elle avait apprise en Inde de son maître Prajnanpad, qui s'appelle le lying, où elle me faisait explorer. Alors, elle me remettait dans cette situation affreuse, et donc il fallait y aller en plusieurs fois parce que je ne voulais pas. Et une fois dans cette situation, explorer les émotions que ça signifiait et que ça impliquait, explorer. Et en fait, elle me faisait quasiment faire un travail, je dirais, de romancier, d'une certaine façon. C'est-à-dire qui était cette personne ? Et c'est un récit que vous lui faites à ce moment-là. Donc vous êtes dans quel état de veille, de sommeil, entre les deux mais c'est pas l'hypnose au sens du musical. C'est plutôt de la sophrologie. C'est du rêve éveillé dirigé. Quand on parle d'état de conscience modifié, ça vous parle ? Parce que vous citez d'ailleurs, elle est citée très souvent, Johar Sy Ahmed par exemple, qui est une thérapeute qui travaille beaucoup là-dessus. Elle n'hypnotise pas ses patients, mais par des exercices de respiration. Finalement, tous les thérapeutes travaillent sur des états de conscience modifiés. Voilà, on va chercher cet état-là. C'est un état de transe. C'est une transe. Des choses, c'est une transe, mais vous traversez Paris en voiture et en réfléchissant carrément à autre chose, et bien vous êtes en transe. Je veux dire, il y a des grandes transes et des petites transes. Là, en l'occurrence, c'était assez profond quand même, puisque je le ressentais. Si vous voulez, c'était ça qui était frappant, c'est que c'était pas simplement des images dans ma tête, mais c'était ressenti dans tout le corps. Je pensais, ça n'a aucun rapport avec ce que vous venez de dire. On est parti au début de cette émission en disant que c'est à la fois ces croyances, ces certitudes, ces hypothèses, on les retrouve dans le monde entier, dans toutes les époques. Mais vous êtes frappé par le fait que dans la chrétienté, quand même, qui était quand même le dernier endroit où on pouvait s'attendre à une... c'est interdit, normalement. C'est non, c'est interdit. C'est-à-dire que vous êtes frappé, vous êtes hérétique. Mais il y a de plus en plus de catholiques ou de chrétiens qui croient à la réincarnation. Alors, à l'époque où nous avons fait cette enquête pour Nouvelle Clé et pour Albin Michel, il y avait une femme, alors j'avoue que je ne sais pas ce qu'elle est devenue, elle s'appelle Marie Stanley, mais c'était au début des années 2000, et qui était une des
porte-parole d'un mouvement chrétien particulièrement vif, dynamique chez les plus jeunes, où l'on découvrait que jusqu'à 40% des catholiques français actuels, 40% des plus jeunes, croient à la réincarnation parce qu'ils trouvent que c'est plus juste. Ils trouvent que c'est injuste l'idée qu'on va être jugé, sur un seul parcours, un seul essai. Les cathares croyaient à la réincarnation. Ils étaient chrétiens, les cathares. C'est une hérésie chrétienne, le catharisme. Et ils croyaient à la réincarnation. Et je crois que dans l'Église catholique, jusqu'au Concile de Nicée, on a toléré la croyance. Nous allons rester sur ces points de suspension. Vous pouvez nous dire d'ailleurs ce que vous pensez de la question sur rtl.fr en nous laissant un message à la page de l'émission. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Merci beaucoup Patrice Van Hersel. Merci à vous. Merci. On se reverra. On a beaucoup envie de parler avec vous des NDE, des sorties du corps et de ces expériences pour le coup intérieures que partagent de plus en plus aussi de personnes à travers le monde. Merci beaucoup Henri Gougaud. Mais c'est avec plaisir. À bientôt. À bientôt.